Alors, le Proche-Orient, premier berceau de l'agriculture avec un point d'interrogation. Je vous propose d'enlever le point d'interrogation et de mettre un pluriel. Donc, nous allons voir de quoi il s'agit justement. Et la grande question est, comment s'est fait le passage d'un mode de vie basé sur la chasse, la pêche et la cueillette, qui est celui des hommes depuis les origines, il y a quelques 3 millions d'années, vers celui de cultivateurs et d'éleveurs? La réponse varie, en fait, selon les régions du globe. En effet, le passage lent, complexe, par étapes, qui a conduit les populations préhistoriques vers une économie de production de subsistance, s'est accompli par initiative directe ou par adoption, à des moments différents dans diverses régions du globe. Selon les connaissances actuelles, le Proche-Orient est bien la première région à vivre cette transformation qu'on a nommée révolution néolithique ou néolithisation. Il en a été le théâtre pendant 4000 ans, entre 12 000 et 8 000 avant Jésus-Christ en date réelle. Il s'agit donc, si on veut parler de révolution, d'une révolution tranquille. Tranquille, oui, mais fondamentale, car cette maîtrise de la nature qui commence à ce moment-là va être véritablement l'acte fondateur de nos sociétés. L'homme devient le maître, se sentira de plus en plus le maître, et nous savons vers quelle dérive cela nous conduit aujourd'hui. Alors avec vous, je ne parlerai que du Proche-Orient. Mais puisqu'il y avait un point d'interrogation dans le titre de cette conférence, je me dois quand même de vous donner au moins quelques éléments sur les débuts de l'agriculture ailleurs qu'au Proche-Orient. Et évidemment, on va commencer par le Proche-Orient. Donc, on doit au Proche-Orient, entre 9000 et 8500 avant le présent, la domestication de plantes et d'animaux qui vivaient sauvages dans l'environnement immédiat des hommes qui étaient là. Alors, ces espèces qui vont être domestiquées sont le blé, 2 espèces de blé, l'engrain et l'amidonnier, l'orge, des légumineuses comme les lentilles et les pois, et puis les animaux, la chèvre, le mouton, le bœuf, le porc, entre 9000 et 8500 avant le présent. Ces espèces animales sont considérées aujourd'hui comme fondatrices de l'économie mondiale actuelle, car elles forment une base de nourriture à peu près partout. Elles se sont imposées un peu partout, au détriment très souvent des espèces locales. Alors, une fois cette première domestication au Proche-Orient faite, à peu près en même temps, très peu de temps après, en Chine du Nord, on domestique le millet. Et 500 ans après, 8000, il y a 8000 ans, en Chine du Sud, le riz. Et aussi, on domestique le cochon de façon tout à fait indépendante de ce qui se passait au Proche-Orient. Un peu plus tard, c'est l'Amérique centrale qui va planter du maïs et domestiquer les dindes. Puis ce sera le tour de l'Amazonie et des Andes avec la pomme de terre et, pour les animaux, les lamas et les cochons d'Inde. L'Europe dans tout ça? Eh bien l'Europe, non. Elle adoptera les espèces domestiquées au Proche-Orient, blé, orge, légumineuses, chèvres, moutons, bœufs, porcs, avec quelques 5000 ans de retard. Elle n'aura pas été actrice dans ce processus d'invention de l'agriculture et de l'élevage. Alors revenons au Proche-Orient maintenant. Et à vrai dire, je vais aborder avec vous les débuts de l'agriculture, mais pas du tout en tant que botaniste. Je ne suis pas botaniste, je suis archéologue. Et j'aborderai ces débuts de l'agriculture du point de vue sociologique, en fait. Sociologique, historique, bien sûr. C'est de l'homme qu'il s'agira. La première agriculture vue à travers les communautés qui en sont responsables. J'ai choisi de vous les faire découvrir à partir d'un exemple précis, un site qui a été particulièrement généreux en données sur cette période-là du 10e millénaire. Et ce site, nous le soumettrons à une question. Et nous répéterons cette question pour tous les domaines et pour la suite aussi, après les tout débuts de l'agriculture. Qu'est-ce qui change dans une société au moment où quelque chose d'important change dans un domaine?
ici, le début de l'agriculture. Est-ce que tout a suivi? Est-ce que les autres domaines de la vie voient aussi des changements? Ou est-ce qu'il y a des changements différés? Est-ce que l'accent est mis sur un domaine, pas sur un autre? C'est la question que nous nous poserons. Donc, y a-t-il des changements synchrones dans tous les domaines de la vie ou pas? Alors, pour vous situer de façon un peu générale, il faut tout de même que nous voyions ensemble ce qui précède ces débuts de l'agriculture, qui prépare ces débuts de l'agriculture, et puis aussi ce qui se passe après. Et nous allons le faire très vite avant de nous axer, avant de nous poser sur ces sociétés des premiers agriculteurs. Alors, première diapo, elle y est déjà, bon. Donc, ce processus qu'on appelle la révolution néolithique, on l'a partagé en étapes. Et la première étape commence vers 12 000 avec un événement important, c'est la sédentarisation. Alors, la sédentarisation, donc, c'est les premières maisons construites en dur qui se groupent en tout petits hameaux. On appelle cette culture le Natoufien. Elle existe surtout au Levant Sud, Palestine, Israël, Jordanie, mais on la trouve dans tout le Proche-Orient. Ces premières maisons forment des très petites agglomérations et ce sont toujours des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Seulement, ils commencent à stocker, à avoir l'habitude de stocker, et ceci va jouer un rôle dans les étapes qui suivront. Suivante. L'idéologie de ces gens-là, leur symbolisme est tout à fait axé sur les animaux chassés. Ils ne représentent pratiquement pas l'humain, mais des animaux chassés. Ensuite, quelques 500 ans plus tard, il n'y a pas de changement. La sédentarisation se conforte, les villages sont un petit peu plus grands, mais il faut bien préciser qu'en fait les communautés sédentarisées qui sont dans des villages sont très minoritaires. La plupart des gens de l'époque sont encore nomades et suivent les territoires de chasse. Il y a quelques villages qui sont sédentaires. Mais là, à cette étape, 500 ans plus tard, il y a une évolution qui est une évolution d'ordre symbolique. On commence à trouver des représentations de l'humain, et ce sont des représentations de femmes, femmes. Or, ce changement dans le symbolisme, qui traduit donc un changement aussi dans les mentalités, est probablement très décisif. Il nous interpelle, il attire notre attention sur une modification des habitudes. Et en fait, vous verrez, nous allons le voir plus tard, que ce changement mental est probablement arrivé juste avant le changement d'habitude de l'homme vis-à-vis de la nature. En fait, l'homme avait le choix. Les conditions pour devenir agriculteur étaient là depuis un bon moment. Pourquoi à un moment donné ça change? On pense, et c'est la théorie de Jacques Cauvin qui était un des pionniers dans ce type de recherche, on pense qu'il y a eu plutôt un changement intérieur chez l'homme qui a favorisé cette modification d'attitude et de comportement. Nous y reviendrons. Donc, à l'étape après, 500 ans encore après, on avance à peu près par 500 ans, à l'étape d'après, on commence à avoir les premières traces d'agriculture. On les a dans deux zones, séparées par une zone vide, l'une sur les rives de l'Euphrate, l'autre sur les rives du Jourdain, et aussi quelques sites autour, au nord en Anatolie, au sud un peu plus loin que le Jourdain. Au milieu, on ne sait pas, c'est une zone vide d'information. Donc ce sont deux cultures différentes qui vont expérimenter les premiers gestes agricoles. Pour George Wilcox, qui est archéobotaniste et avec qui je travaille, puisqu'on travaille toujours en pluridisciplinarité, on travaille toujours à plusieurs, cette première agriculture, en fait, consistait à rapprocher tout simplement les champs sauvages, qui n'étaient pas très loin, qui étaient à une dizaine de kilomètres des sites qui se trouvent dans les deux zones dont je vous parle.
Et en fait, voilà un blé sauvage. Vous voyez que les champs sauvages sont très abondants. Mais bon, on a estimé qu'il était plus commode de rapprocher le garde-manger du site. Avec des faucilles de ce type, on les avait récoltés, on va maintenant les moissonner. Comment est venue l'idée de planter? Peut-être tout simplement parce que les blés stockés, l'orge stockée, avaient germé naturellement et qu'on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Mais ça, c'est des hypothèses. Donc, suivante. En fait, la domestication, enfin la première agriculture est très difficile à détecter. Pourquoi est-elle difficile à détecter? Parce que morphologiquement, un blé sauvage et un blé qui commence à être cultivé sont exactement identiques. Le blé sauvage tombe quand il est mûr et la maturité n'arrive pas au même moment. Et les graines tombent naturellement pour qu'il y ait une semence, il faut que ça se ressème facilement. D'autre part, les blés sont vêtus pour être protégés par rapport aux nuisibles. Et donc ces deux caractères vont persister un certain temps. En fait, comme l'homme, quand l'homme ne cherche pas consciemment à sélectionner pour que ça change, les transformations sont très lentes. Mais elles finissent par arriver parce que probablement les blés qu'il a ressemés étaient ceux qui avaient tenu sur les tiges, par exemple. Donc petit à petit, nous allons avoir des espèces domestiques reconnaissables. Alors comment on fait pour reconnaître des espèces non domestiques morphologiquement? Eh bien, on le fait indirectement. C'est que quand vous cultivez, quand vous travaillez un tout petit peu la terre et que vous plantez, il se développe ce qu'on appelle les adventices, c'est-à-dire les mauvaises herbes. Et ces mauvaises herbes sont reconnues par les botanistes. Alors, on va continuer, avant de revenir sur les débuts de l'agriculture, juste l'étape d'après. L'agriculture, la domestication des plantes précède celle des animaux. C'est encore 500 ans plus tard qu'on va domestiquer les animaux. Et c'est encore 500 ans plus tard, c'est-à-dire vers 8000, que nous sommes dans des sociétés pleinement agricoles, où les animaux et les plantes sont à présent tout à fait reconnaissables en tant que domestiques, et nous sommes dans des villages agrandis, installés, et ce sont des vrais paysans. Il a fallu 1000 ans entre les premiers gestes agricoles et les villages pleinement installés dans les habitudes agricoles pour que cela se fasse. Mais il reste une étape. Il reste une étape sur laquelle j'attire juste votre attention parce qu'elle est aussi importante sur le plan historique. Quelques années plus tard, il va y avoir une conquête des zones difficiles parce que le début de l'agriculture se fait dans des zones qui sont faciles, où les conditions naturelles sont bonnes pour l'agriculture. Et voilà que l'homme part. Il part, il va conquérir les steppes et les déserts. Pourquoi ? On n'en sait rien. Mais de toute façon, c'est le pourquoi éternel. L'homme va toujours plus loin. Vous le voyez depuis le début de l'humanité. On ne sait pas très bien pourquoi, mais il s'en va. Il va conquérir ailleurs. Et là, sûr de lui et de sa capacité à cultiver la terre et à élever les animaux, il va conquérir le désert. Et il va très vite inventer un système socio-économique qui est celui d'aujourd'hui dans ces endroits difficiles, c'est nomade et sédentaire. Et nous trouvons, comme aujourd'hui, dans les mêmes régions qu'aujourd'hui, des sites contemporains, une culture commune, mais des gens qui sont nomades, nombreux, et un site ou deux sédentaires. Un village sédentaire et des nomades. Voilà, je vous ai fait parcourir très rapidement tout le processus. Nous allons revenir maintenant aux sociétés des agriculteurs débutants. Qui sont ces gens et que font-ils? Alors le site dont je vais vous parler, c'est le site de Jerf El Ahmar, dans le Moyen-Euphrate, pas très loin de la frontière turque. Et ce site est à présent sous l'eau. Vous voyez que là, l'eau commence à monter. C'est un site qui a été fouillé en urgence parce qu'il se construisait un barrage. Nous l'avons donc fouillé en 5 ans, très rapidement, en essayant de faire de notre mieux. Et actuellement, il est sous 15 mètres d'eau. Donc ce site est composé de 2 petites collines, et ces 2 collines ont été occupées successivement. Et sur ce site se sont succédés une quinzaine de villages,
L'un se bâtit, se reconstruit, se démolit, se reconstruit. C'est comme ça que s'édifient les sites archéologiques. Suivante. Alors, nous allons aborder la vie quotidienne, puis l'idéologie de ces gens-là. Toujours en nous posant la question, mais qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui change? Bon, puisqu'on sait qu'ils commencent à être cultivateurs. Alors, ici, vous voyez, à droite, un nucléus de silex. C'est de là que vont être extraits tous les outils de ces gens-là. Or, il y a une modification à ce moment-là. On commence à tailler, ça va vous paraître un tout petit détail, mais c'est quand même révélateur. On commence à tailler ces nucléus de silex en partant des deux extrémités, alternativement. La gestion de ces nucléus de silex, qui sont à la base de la nécessité, en fait, puisqu'on fait tous les outils avec eux, la gestion de volume change, devient très compliquée, et surtout demande une rigueur très grande. C'est précis. Donc on a un renseignement, tiens, il y a un changement dans l'évaluation des volumes et dans la gestion des volumes. On y reviendra, vous verrez que ce n'est pas le seul exemple. À côté de ça, ces gens-là ont du silex à volonté, ils peuvent faire tous leurs outils avec, seulement ça ne leur suffit pas. Ils vont quérir de l'obsidienne à 500-600 km de là en Anatolie, ça ne sert à rien, ça fait des outils, mais ils ne sont pas meilleurs que ceux en silex, mais ça vous donne une idée de cette mentalité. Ce qui est loin, c'est beau, c'est prestigieux, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, on en veut. Et il y aura des systèmes d'échange qui se placent. Ces gens-là ne sont pas, ces premiers paysans ne sont pas des sociétés fermées, ce sont des gens qui bougent énormément. Suivante. Alors, ils vont donc quérir des choses qui viennent de loin. Ça, par exemple, qui est une pierre qui vient d'Anatolie et dans laquelle on a fabriqué un vase. On pouvait fabriquer des vases avec des pierres locales, mais non. Il en fallait aussi qui venaient de loin. Suivante. Alors, ce qui est très important au point de vue des changements, c'est l'architecture. Elle est extrêmement révélatrice, à beaucoup de points de vue. D'abord, les maisons des origines, les premières maisons qui aient jamais été construites sont rondes. Partout, c'est toujours rond. Les premières maisons sont rondes. Elle est bizarre, la photo de gauche. Bon. Et à ces premiers agriculteurs, nous devons d'être passés des constructions rondes aux constructions rectangulaires. Dans le site dont je vous parle, on a toutes les étapes. Et ça a été évidemment extrêmement intéressant pour nous de comprendre comment se faisait cette modification. Ça a conduit à nos maisons, puisque nous sommes quand même dans des cultures où les plans rectangulaires sont majoritaires très très largement. Donc les premières maisons qu'on trouve à la base du site, dans les premiers villages, sont rondes. Mais si vous regardez bien celle de gauche, si toutefois elle est un peu visible, vous verrez que le rond commence à se briser un peu. Elle est plutôt polygonale. Suivante. À l'étape d'après, c'est toujours une maison plus ou moins ronde, semi-circulaire, mais premier mur rectiligne à avoir été bâti, c'est un mur de refend, un mur qui partage. Vous avez la même chose, n'est-ce pas, la photo à droite et le plan à gauche. Donc, grande maison, les murs se redressent un peu, mais ils sont toujours ronds, et il y a un mur de refend qui est droit. Suivante. À l'étape d'après, il y a une grande invention. C'est ce qu'on appelle le chaînage. Si un jour on veut faire une maison rectangulaire, il faut absolument que les murs d'angle s'accrochent. Vous ne pouvez pas juxtaposer deux murs dans une architecture rectangulaire et ça tient comme ça. Non, il faut que les assises s'interpénètrent. Donc cette invention technique est extrêmement importante. Elle a été inventée avant la maison rectangulaire. Elle a été inventée pour faire tenir ensemble des murs intérieurs, des murs de refend rectilignes. Donc là, tout est chaîné, les murs intérieurs entre eux et les murs intérieurs avec les murs extérieurs. Suivante. Et puis on continue à monter, les villages se suivent et nous arrivons à une maison très grande
presque rectangulaire. Elle n'est toujours pas rectangulaire. Vous voyez que les angles, les angles extérieurs ne sont pas des angles droits. Suivante. Enfin, voilà, la maison rectangulaire. Donc l'évolution dans ce site, nous l'avons complètement. Ce que vous pouvez remarquer, c'est la taille des pierres. Les pierres sont taillées une par une, régulièrement, comme des bifaces de silex, avec une volonté de régularité tout à fait inutile. C'est encore cette obsession de travailler sur le volume, de vouloir faire quelque chose de parfait, qu'on retrouve tout le temps dans ce site. Mais elles ne vont jamais être vues, ces pierres. Elles vont être recouvertes d'un enduit de terre. Et en fait, on prendrait n'importe quelle pierre. Aujourd'hui, on construit des maisons dans le même coin, dans la même région, avec des pierres qui sont plus ou moins taillées, mais tout à fait irrégulières, puis c'est noyé dans de la terre. Non, là, elles sont calibrées, elles sont taillées une par une. Suivante. Alors, que dire de cette évolution architecturale? Vous avez vu que ça a changé d'étape en étape. Chose bizarre, ce changement est cumulatif. C'est-à-dire que quand on arrive au bout, au village le plus récent de ce site, ben ils font tout. Ils n'ont pas abandonné les vieux modèles. Ils font du rond, du rectangulaire, du pas très rectangulaire, un petit peu tout. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas une emprise autoritaire pour dire on construit comme ça et pas comme ça. Ça viendra 500 ans plus tard, où toutes les maisons deviendront identiques. Mais ce n'est pas si simple en fait. Vous voyez quand même qu'il y a un minimum d'organisation et d'autorité, et voilà par quoi on peut le voir. Vous voyez là, sur la diapo de gauche, pour vous droite, une image de village, avec effectivement des modèles architecturaux très différents. C'est un village qui est en terrasse. Il faut les faire, les terrasses, pour implanter les maisons. Ça ne se fait pas de façon individuelle. En plus, on a la preuve que ce n'est pas du tout individuel, puisque dans la photo de gauche, vous avez deux maisons séparées par un muret de terrasse et tout est chaîné. C'est-à-dire qu'on a fabriqué en même temps, on a construit en même temps deux maisons et la terrasse. Ça veut dire qu'il y a des travaux collectifs, ça veut dire qu'il y a une organisation qui n'existait pas avant. Mais ce n'est pas tout. Alors, on va passer à autre chose. Voilà un autre village, encore un tout petit peu plus récent, puisque vous voyez qu'il y a des maisons rectangulaires. Quel est ce bâtiment très grand qui est au milieu, avec les maisons organisées autour? Vraiment très bien organisées. Alors, toutes les maisons sont de plein pied, avec des modèles très différents, comme je vous l'ai dit, mais ce gros bâtiment qui fait 8 mètres de diamètre est enterré, absolument enterré, à 2,5 mètres de profondeur, et en fait on peut marcher sur son toit. Or ce bâtiment est un bâtiment communautaire, c'est un bâtiment collectif et on a pu le démontrer. Alors nous allons aller dans ce bâtiment communautaire, suivant. Je serai peut-être un peu plus long que prévu parce que le passage est lent. Donc voilà, là avant d'aller dans ce bâtiment communautaire, on va regarder les maisons qui composent ce village. Regardez la perfection de la construction. C'est quelque chose d'extrêmement régulier. Donc vous avez un 4 pièces, vous avez un 2 pièces avec cour. La maison de gauche, on a trouvé absolument tout dedans. Elle avait brûlé de manière accidentelle et les gens sont partis très vite. D'habitude, ils ne laissent rien dans les maisons quand elles sont démolies. Là, ils ont tout laissé, ils n'ont pas eu le temps. Et il y a une chose très intéressante dans cette maison, il y a les plus anciens restes de nourriture préparés, connus, qu'on a retrouvés dans un foyer. Ce sont des boulettes de céréales et peut-être de viande, ça ce n'est pas sûr, mais avec de la moutarde. Donc quelque chose déjà d'assez sophistiqué. Suivante. Voilà, là c'est pour vous montrer les différents modèles, toujours pour insister sur ce fait de l'évolution cumulative et non pas substitutive des modèles d'architecture. Suivante, on peut passer rapidement. Voilà ce gros plan sur tout l'ameublement de cette maison, qui a une pièce presque vide et une autre qui est une vraie cuisine, avec des plats, des meules, des foyers, des restes de nourriture. Il n'y a pas beaucoup de place, mais indéniablement, c'était utilisé. Suivante.
Et voilà le bâtiment communautaire. Donc ce bâtiment communautaire, déjà sur le plan géométrique, c'est pas quelque chose de simple. Vous voyez que c'est à peu près circulaire et que vous avez un partage polygonal de l'espace. Ce bâtiment avait une fonction très polyvalente. Il a demandé un travail énorme parce que faire une fosse de 8 mètres de diamètre et de 2,5 mètres de profondeur, ça demande énormément de travail. En plus, suivante, la fosse est tapissée par des pierres et retenue avec des poteaux qui sont de gros poteaux que vous voyez à gauche parce qu'elle a brûlé et le toit s'est effondré. Et la polyvalence se voit à travers les structures qui la meublent. En fait, elle est surtout dédiée, ce bâtiment communautaire est surtout dédié au stockage. Et là, vous avez un petit hublot qui permet d'aller chercher ce qui a été stocké. Suivante. Il a aussi été dédié à quelque chose de rituel, de sacrificiel, puisque vous avez le corps d'une jeune fille de 18 ans, 15-18 ans, qui est jetée par terre. Ce n'est pas une sépulture, qui est jetée par terre et qui n'a pas de tête. Et très peu de temps après la mort, le bâtiment a été incendié volontairement, avec plusieurs points d'incendie, et tout s'est effondré dessus. Et on lui a prélevé le crâne qui a été déposé ailleurs. Nous reviendrons là-dessus. Suivante. Je vois que le temps passe. Alors, je vous ai dit que les architectures domestiques étaient très variées, qu'il n'y avait pas une règle absolue. En revanche, l'architecture communautaire, celle qui traduit le groupe, est-elle tout à fait stéréotypée. Et dans plusieurs sites où on a cette époque-là qui est représentée et où il y a des bâtiments communautaires, ils sont identiques. Et chose qui nous frappe, nous, beaucoup, gens qui travaillons sur l'avant l'écriture, vous voyez ces deux bâtiments communautaires superposés dans le dessin, ils sont distants de 60 km. Alors, y a-t-il eu mémorisation? Y a-t-il eu croquis? Y a-t-il eu un modèle tellement fort dans l'esprit des gens que la reproduction était évidente? Mais enfin, ce n'est quand même pas une géométrie très simple. Suivante. Alors, on va franchir encore une étape. Ce n'était pas la toute dernière. Il y a encore une étape dans ce site. Le bâtiment communautaire, vous le voyez, entouré de son village. Il a changé. C'est fini. Il n'est plus polyvalent. Il est maintenant dédié à des réunions et à des cérémonies. Sa géométrie est encore plus régulière. Il s'agit vraiment d'un cercle parfait de 8 mètres de diamètre. Et dans ce cercle parfait, il y a une banquette pour s'asseoir, et c'est tout ce qu'il y a. Et cette banquette pour s'asseoir est un hexagone équilatéral euclidien. Parfait. Suivante. Voilà. Vous pouvez comparer les deux bâtiments, celui qui était polyvalent en bas et l'autre en haut. Donc, cette banquette, voilà, c'est le seul aménagement de ce bâtiment. Suivante. Et la banquette est ornée. Elle est ornée par des dalles qui font 500, 600 kilos chacune. Là aussi, on ne peut pas dire que ce n'est pas du communautaire, parce que pour transporter ça, ce n'est pas évident. Qui sont sculptés de motifs géométriques, de triangles et puis de serpents. Suivante. Et il y a des poteaux en bois qui sont enduits de terre, et sur les poteaux en bois se poursuit le décor. Et quand ce site a été menacé d'être envahi par l'eau du barrage, nous avons eu, grâce aux autorités syriennes, la possibilité de démonter 3 bâtiments. Nous avons donc travaillé en urgence, et travaillant en urgence, on a encore trouvé un bâtiment qui a été affreusement mal fouillé. Ça a été fouillé avec l'eau qui commençait à arriver dedans, et donc c'était une catastrophe. Ça nous a quand même permis de voir que dans ce type de bâtiment cérémoniel, donc communautaire, mais qui n'est plus polyvalent, il y avait aussi des dalles gravées d'autres choses que de triangles. Et ces dalles étaient gravées de personnages humains sans tête. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait un vrai squelette sans tête. Donc on y reviendra. Suivante. Alors, voilà, on a vu une première étape de ces premiers agriculteurs en nous demandant ça a changé, ça n'a pas changé, est-ce que ça a un rapport avec l'agriculture? Ce que je vais vous dire là, maintenant, est du domaine totalement de l'interprétation. Mais, à mon avis, oui, ça a changé.
cette espèce de rigueur dans les formes géométriques, cette volonté de faire du rectiligne, c'est-à-dire des formes. La ligne droite et l'angle droit, ce ne sont pas des choses naturelles. Juste au moment où on est en train de maîtriser la nature, je crois que ce n'est pas un hasard. Évidemment, j'interprète. Mais je pense que ce n'est pas un hasard. Or, ça survient justement à ce moment-là. D'autre part, la société, elle, a certainement changé. On ne peut pas dire que ce soit une autorité vraiment très écrasante, puisque chacun continue à faire sa maison comme il le veut. Par contre, il y a une structuration du village, une organisation du village qui traduit une organisation sociale et aussi la capacité de mettre les gens au travail pour des bâtiments communautaires ou pour structurer le village. Et ceci n'est sans doute pas non plus étranger aux activités agricoles parce qu'on sait que les activités agricoles, ce sont des rythmes et que ces rythmes sont des rythmes communautaires. On peut aller à la chasse quand on veut, même si on fait une chasse de groupe. Mais l'agriculture, il y a des temps. Et ces temps se traduisent par un changement dans les habitudes. Et ces rythmes qui ont changé sont perçus aussi par le zoologue. Le zoologue qui nous dit « mais ils sont toujours chasseurs ». Seulement, ils ont arrêté de chasser les petites bêtes. Ils chassent des grosses bêtes. Premièrement, parce que les grosses bêtes sont une menace pour les cultures. Et deuxièmement, ils n'ont pas le temps pour les petites bêtes. Ils ont leur rythme, ils ont leur travail collectif. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, c'est de l'interprétation. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas un reflet direct de l'agriculture, mais ça change. Et alors maintenant, dans la pensée, est-ce que ça change? Est-ce que, au niveau de l'imaginaire, au niveau des rituels, au niveau des représentations, entre guillemets, de la religion, c'est un grand mot, mais enfin, en tout cas du système symbolique, est-ce que ça change? Suivante? Non, non, celle-là, celle-là. Ne changez pas. Non, ça fait rien. Bon, on peut revenir? Alors, c'est très curieux. On devrait, trouver des plantes représentées. Ah non, non, ça ne les intéresse pas du tout. Il n'y a pas du tout de plantes représentées, ce n'est pas du tout... Mais bon, Lévi-Strauss disait bien que les choses bonnes à manger ne sont pas les choses bonnes à croire ou à rêver, c'est vrai. Mais alors eux, ils ont de drôles de rêves quand même. Parce que les espèces qu'ils représentent et dont ils sont obsédés, ce sont des espèces qui sont quand même pas très commodes. Alors vous avez le scorpion, là-bas, un scorpion très réaliste, ou le chat sauvage, la panthère, qui a l'air bien mignonne comme ça, mais elle est parfois représentée un petit peu plus durement. Suivant, cette fois-ci vraiment. Voilà. Vous avez un lion ou une panthère qui a l'air assez menaçante, là, qui vient d'un autre site en Anatolie, qui s'appelle Göbekli, où il y a des piliers énormes. Donc on est arrivé à cette étape où maintenant on a des lieux véritablement de réunion et de culte, comme vous avez vu que ça a commencé. Et puis à gauche, vous en avez d'autres encore, dont des petites panthères qui se tiennent par la main, très gentiment, dans un autre site de l'Euphrate, proche de celui dont on a parlé. Alors, ils représentent donc scorpion, panthère, donc félin, suivante. Ils représentent des rapaces, tout petits, petites figurines, ou alors énormes, comme cette stèle qui encadrait la dalle que vous avez vue tout à l'heure de cette maison qu'on a trouvée tout à fait par hasard en faisant le sauvetage du site. Et c'est une grande dalle où il y a deux humains sans tête, gravés, encadrés par des espèces d'accoudoirs, et les accoudoirs, ce sont des rapaces. Suivant. On reviendra sur cette association. Voilà, les accoudoirs, on les a sortis, vous les voyez à gauche, ce sont des stèles, c'est très très grand. Et vous avez d'autres exemples à droite pour vous montrer cette obsession des rapaces à cette époque-là. On continue. Les autres choses représentées, suivante. Alors, restons quand même une minute sur les rapaces. Sur la diapo de gauche pour vous, il y a plusieurs choses représentées. En fait, c'est ce qui a fait la célébrité de ce site, mais aujourd'hui, je n'avais pas très envie de vous en parler puisque le sujet était autre. On a trouvé des plaquettes en pierre où il y a des signes et des figures associées. Ce qui fait dire à l'épigraphiste, c'est pas de l'écriture, mais c'est quand même un pictogramme. Il y a là-dessus
un message en raccourci qui est exprimé par des signes, et ces signes sont récurrents, on les retrouve sur d'autres plaquettes, sur d'autres supports. Donc c'est une époque où les gens, quand même, arrivent à fixer quelque chose sur une pierre pour communiquer un message. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est la figure en haut, qui est ce rapace aux ailes déployées, qui est un vautour. Et quelques centaines d'années plus tard, à Çatalhöyük, en Anatolie, on va voir une représentation extrêmement proche sur le plan du style d'un rapace avec, tiens, un petit bonhomme sans tête. Bizarre. On continue. Ah oui, il faut que je lave la main. Autre espèce représentée par ces premiers agriculteurs, c'est le taureau. Il n'est pas domestique. Il n'y a aucun animal domestique, sauf le chien. Il n'est pas domestique, mais il est complètement dans les obsessions de ces gens-là. Et depuis longtemps, il était déjà préfiguré un petit peu avant le début de l'agriculture. Alors ce taureau, il est omniprésent. Il est présent sous forme directe, avec ses cornes qui sont suspendues dans des maisons, dans des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments ordinaires. Là, par exemple, vous avez une petite maison, entre guillemets, où il y avait 4 bucranes d'auroch, c'est-à-dire des cornes qui font quand même 1 mètre d'extension d'un bout à l'autre des cornes, et qui sont tombées quand le plafond s'est effondré, quand la maison s'est effondrée. Donc on les a trouvés, nous, tombés, dont un portait un collier de perles de terre de 50 perles. Donc c'est pas tout à fait ordinaire. Donc le taureau peut être représenté directement par ce qui lui appartient, suivante, ou alors il peut être représenté gravé. Donc là, on revient à ce site de Göbekli, où il est représenté sur des piliers énormes, et il est associé au renard et à une grue. Ici, il est tout seul là-bas. Donc le taureau. Suivante. Et là, le dernier signe qui exprime ce que les gens, ce qui était important pour les gens dans leur imaginaire, c'est le serpent. Au début, je disais serpentiforme, parce que bon, c'est un petit peu hardi quand même d'appeler serpent ces lignes ondées terminées par une flèche. Heureusement, il y a un site vers la région d'Alep, en Syrie, où on a trouvé vraiment des représentations beaucoup plus réalistes. C'est vraiment des vipères à cornes. Donc là, maintenant, on ose dire, ce sont des serpents. Ce que je vous disais tout à l'heure, ces pierres qui rassemblent des signes, qui sont des signes qui disent quelque chose. Les signes les plus récurrents, ceux qui reviennent le plus souvent, c'est les signes de serpent. Donc là, sur 2 différentes, vous en avez, suivante. Et aussi, dans l'architecture, il y en a un vertical, ici, dans la maison collective de tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Suivante. Alors tout ça, ce sont des animaux. Ce sont des animaux qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'agriculture, ça c'est évident. Mais il y a aussi l'humain. Et l'humain, ce n'est jamais la tête et le corps ensemble. Comme on a vu pour le squelette, comme on a vu pour cette représentation sur des dalles tout à l'heure, eh bien c'est la même chose ici. Il y a soit la tête, suivante, voilà, celle-là est très jolie avec les oreilles, l'arrêt au milieu et tout. Voilà, une autre. Soit, suivante, le corps. Et jamais les 2 ensemble. Alors ça fait quand même réfléchir, cette non-association, parce qu'il y a aussi, donc sur le plan funéraire, des dépôts de crâne d'un côté, des squelettes sans tête de l'autre. Et dans les figurations, c'est la même chose. On a donc réfléchi à partir de là, oui, mais les corps sans tête sont aussi associés à des vautours. Et donc on passe à la suivante de nouveau. Et voilà, on revient à Çatalhöyük. Il se pourrait que par cette association des corps sans tête et des rapaces qui sont sur une même dalle avec les stèles de part et d'autre, soit déjà la première expression d'un mythe, un vrai mythe en fait, qui associerait 2 éléments, le vautour et la mort.
Or, cette association du vautour et de la mort, elle est très explicite à Çatalhöyük. Elle est encore plus explicite dans le Népal d'aujourd'hui, où il y a des rituels, où les célébrants sur une falaise décortiquent des corps humains et les balancent dans le vide, et ils sont attrapés par des vautours. Donc c'est quelque chose de connu. Et c'est quelque chose entre le Népal d'aujourd'hui et cette figuration-là, il y a beaucoup d'attestations de cette chose-là. Donc on pense que peut-être on a touché du doigt une manifestation d'un véritable récit, d'un véritable mythe. Suivante. C'est la dernière? D'accord. Donc, faisons le bilan. C'est bien embarrassant ça, quand même. On a senti des choses qui avaient changé par rapport à l'univers des formes, à la géométrie, à la volonté que les choses soient bien droites, bien géométriques, bien rigoureuses. On a senti une société qui changeait, qui s'organisait mieux, etc. Mais alors au niveau du symbolisme, c'est très embêtant. Parce que c'est un symbolisme d'animaux complètement sauvages. Où est l'agriculture là-dedans? Alors comme les préhistoriens ont toujours réponse à tout, je vais vous en donner une bien sûr, mais vous en ferez ce que vous voudrez. C'est quand même bizarre, moi je trouve aussi que cette chose-là arrive à ce moment-là. C'est pas avant. C'était des chasseurs-cueilleurs. Maintenant ce sont des chasseurs-agriculteurs. Pourquoi? Si c'était tant sauvage que ça, pourquoi ils l'ont pas fait avant? Pourquoi c'est juste à ce moment-là? Alors moi je me pose la question, mais je me dis, c'est le changement qui est important. Est-ce que d'un coup, le fait de maîtriser la nature rendait l'autre, la nature extérieure, plus redoutable, ou est-ce qu'on voulait la montrer redoutable? Peut-être. Mais vous me voyez vraiment quand même un petit peu en panne là. Donc je pense qu'il faut attendre et réfléchir encore. Mais enfin, on peut trouver des réponses, on peut dire, il y a des antithèses aussi, etc. On peut aussi dire, les agriculteurs partout, et dans l'histoire on le voit, et dans l'Antiquité on le voit énormément, les agriculteurs sont obsédés par la mort et la renaissance. Donc c'est peut-être pas par hasard que ce mythe de mort avec le vautour psychopompe qui emmène les morts, qui emmène les âmes, qui ramène les âmes, sais-je. C'est peut-être pas par hasard que ça arrive à ce moment-là, mais il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Donc, ça voudrait dire quoi? Au mieux qu'il y a des changements, mais qui sont très 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 indirects, et que j'ai du mal à les trouver et à les exprimer. Au pire, il n'y a pas de changement. Le changement est différé. Or, il va être différé. Et c'est là qu'on va passer à quelques images sur un CD. On fait un bond de 800 ans. On va se trouver dans, je crois que c'est la deuxième, celle-là. Il faudrait peut-être reculer à la première. Voilà. Nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure, les gros villages d'agriculteurs installés. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le PPNB moyen. Ça vous est complètement égal. Mais c'est important pour nous, ce sont des gens qui, maintenant, ont mis tout le monde au pas. C'est-à-dire que les villages sont devenus très organisés. Il y a soit des maisons rectangulaires stéréotypées, toutes pareilles. Ah là, il n'y a plus de liberté, on fait la maison comme ça et pas autrement. Et qui sont dans un réseau villageois très rigide, soit, ça c'est au nord, soit au sud, à Aswad, de très 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 grandes maisons rondes, mais qui sont aussi stéréotypées, mais qui sont rondes, immenses. L'histoire n'est pas unilatérale, on fait du rectangulaire, on revient au rond, bon, ça c'est une autre chose. Toujours est-il que on est dans de très gros villages de paysans. Et c'est quoi l'obsession des paysans? Suivante. Eh bien, je ne sais pas, mais ils fabriquent énormément de petits animaux en terre. Des petits moutons, des petits bœufs, des petits cochons. Tiens, voilà qu'on montre l'animal domestique pour la première fois. Les plantes, ça les intéresse toujours pas. Par contre, les animaux, oui. Mais est-ce que c'est le monde imaginaire? Est-ce que c'est le monde transcendantal? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est autre chose?
C'est très mal fait. Et il y en a des centaines. Alors je me pose la question, je ne suis pas tout à fait sûre que ce changement de symbolisme soit un changement de symbolisme au niveau transcendantal, comme on l'a vu tout à l'heure. Je me demande si ce n'est pas autre chose. Si ce n'est pas des comptages ou des jouets ou des objets de prestige. Moi j'ai 500 moutons, moi j'en ai que 25, etc. Je ne sais pas. Mais la facture est quand même extrêmement différente. Or, au même moment, suivant, au même moment, on va avoir des représentations de l'humain. Et la représentation de l'humain, c'est tout à fait autre chose. Au point qu'on peut se demander si, justement, au moment où l'homme devenu pleinement agriculteur, maîtrisant totalement la nature, c'est pas lui maintenant qui est au centre. C'est plus l'animal, c'est lui. Il est le maître et il tient à le montrer. Et il va projeter dans le monde imaginaire une image qui n'est plus une image fantastique avec tous ces animaux. C'est lui. C'est lui. C'est les premières représentations divines, entre guillemets, ou autres, en tout cas de l'ailleurs, elles sont humaines pour la première fois. Vraiment. Et l'homme va représenter l'homme, mais à l'image de l'homme. Donc ça, c'est plutôt des femmes. Suivante. Et un homme en bas, explicitement. Suivante. Là, au même moment, il y a quelque chose dont vous avez la primeur, parce que je l'ai montré à personne, on vient de le découvrir il y a 2 mois. Ce sont ce qu'on appelle des crânes surmodelés. L'homme va faire son image sur lui-même. C'est-à-dire qu'il va prélever le crâne comme il l'a déjà fait. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a séparé le squelette de la tête. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que sur un crâne prélevé, on va modeler en terre, en plâtre, en chaux et peindre 2 vrais visages. On ne fait pas ça à tout le monde. On le fait à quelques personnes. Qui sont ces personnes? Qu'est-ce que ça signifie? Toute la question est là. Donc, voilà, ces visages surmodelés qui ne sont pas stéréotypés, donc c'est vraiment des portraits. Culte des ancêtres, peut-être. Lignage, peut-être. Mais si c'est sociologique, c'est sûrement aussi symbolique, parce que dans ces sociétés-là, tout se tient, tout est lié. Dernière. Voilà, donc un gros plan sur ces visages. Alors voilà, nous avons fait ce parcours. Nous nous sommes penchés sur ce berceau de l'agriculture particulier qui était celui du Proche-Orient. On est allé le voir, le fouiller un petit peu dans un village particulier qui exprime ce qui se passe aussi dans les autres villages de la même époque. Les expressions de l'agriculture au niveau symbolique, on ne les a pas perçues tout de suite. Ça se perçoit plus tard, c'est peut-être normal. Mais quand même, il y a eu des changements. Reste la question que vous vous posez tous. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont devenus agriculteurs? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas nécessaire. Ou je ne l'ai peut-être pas dit. J'ai peut-être oublié de le dire, je le dis maintenant. Dans l'environnement, dans le climat, rien n'avait changé. Ils avaient absolument la capacité, la possibilité de continuer à être des chasseurs-cueilleurs. Il ne se passait rien. Au contraire, c'est une période optimale qui est celle des débuts de l'agriculture. Alors pourquoi? Moi, je ne sais pas. Il y a des hypothèses. L'hypothèse de Jacques Cauvin et l'hypothèse des historiens des annales. C'est-à-dire que quand il y a un changement d'ordre socio-économique, en général, c'est qu'il y a plutôt un changement dans la mentalité. Ça vient, c'est une volonté humaine, ce n'est pas imposé. Or là, il y a une chose évidente, c'est que la nature n'imposait rien. Ça a été un choix. Brad Wood, qui était un archéologue américain qui est mort à présent aussi et qui lui était quelqu'un qui a dit ça il y a très longtemps, il y a une 50aine d'années, disait « Man was not ready ». L'homme n'était pas prêt avant. Toutes les conditions étaient là, mais il n'était pas prêt. Il a fallu qu'il y ait un changement mental intérieur. Peut-être les psychanalystes diront
une espèce de mal-être, d'inconfort, où il fallait que quelque chose se passe, quelque chose change. Tout ça, c'est des mots, mais c'est très important, il faut les mettre, les mots, il faut les dire, il faut réfléchir, il faut chercher. Mais la réponse évidente, carrée, je ne vous la donnerai pas ce soir. Et je vous remercie.